Et rebonjour. Est-ce que ça va toujours? Oui. Vous avez bien mangé? Oui. Je vous laisse encore vous installer tranquillement. Tout va bien. Et continuez de profiter de cette journée. J'ai eu l'occasion de discuter avec nombre d'entre vous. Cette journée qui est une véritable pause aussi dans vos vies d'entrepreneurs qui vont à 100 à l'heure. Donc profitez. Et je peux vous dire, ce qui arrive cet après-midi est absolument formidable. Nouvelle introduction, nouveau workshop, on continue. Désormais, place à ce nouveau sujet, cette nouvelle thématique, la détermination de tout entreprendre. Et pour commencer, une courte introduction. Deux hommes, et quels hommes? Deux chefs d'entreprise normandes. Le premier, très engagé depuis de nombreuses années au service de l'intérêt général et plus spécifiquement en faveur du monde économique. Il siège bénévolement dans différentes structures. Il a notamment été président de la CCI de Rouen Métropole avant d'être président de la CCI régionale. Fervent défenseur des TPE et des PME, ils n'hésitent pas à porter leur voix auprès des politiques et institutionnels de manière constructive. Vincent Loda va nous rejoindre d'ici quelques petites secondes et il sera rejoint de celui que vous avez découvert ce matin en tant que danseur émérite. Vous l'avez sûrement reconnu, président de la CCI Caen Normandie et également chef d'entreprise. Je vous demande d'accueillir, ladies and gentlemen, the gentlemen, Vincent Loda et Manuel Leroux, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir. Bon Manuel, j'ai raté ce matin ton duo avec Audrey. Je ne ferai pas la même invitation. Non, écoute, si tu me proposes, on commence. Hein. Bon, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis fier d'être le président de la CCI Normandie et de porter cet événement, le Forum Femmes et Challenge. C'est vraiment un forum qui est devenu incontournable. Vous êtes 1300. Ça fait plusieurs années, ça fait au moins 7 ans que ce forum existe. Un petit message pour la première présidente des CCI normandes qui a créé cet événement, Léa, qui est avec nous aujourd'hui. Grâce à elle, on s'est inscrit dans cette dynamique. Cette dynamique, elle est extraordinaire. On est heureux d'être là. Et ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on vous accompagne, mesdames, parce que vous osez. Vous osez réussir. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Parce que nous, les chambres de commerce, on est là pour accompagner les cadres dirigeantes et les chefs d'entreprise dans la vie de tous les jours. Et en effet, le fait que vous osiez, c'est extraordinaire. Et nous, on vous accompagne et on pousse. Oui, donc un grand merci. Nous sommes très très fiers, comme l'a dit Vincent, d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment, c'est extrêmement inspirant. Le mot a souvent été prononcé. Je voulais vous faire part des quelques thèmes, des quelques idées que j'ai retenues ce matin. On a dit il faut être soi-même, il faut conjuguer l'intuition et l'envie. En somme, il faut viser à être heureux dans sa vie, et sachant que la vie professionnelle, c'est quand même une grosse partie de sa vie tout court, et qu'enfin, l'énergie, c'est avant tout en soi qu'on la trouve. Je pense que c'est un message extrêmement important pour nous, chefs d'entreprise. Et puis, quelqu'un a dit aussi qu'il fallait rêver. Donc, si on arrive à conjuguer tout ça, normalement, on doit être bien dans sa vie professionnelle et personnelle et pouvoir réaliser de beaux projets. Et je voulais juste un petit mot pour remercier aussi tous les apprentis de l'ICEP qui ont participé à cette journée et qui sont bénévoles, évidemment, et qui sont derrière, là, et qui préparent les plateaux, les services, etc. Ils sont aussi parmi nous. Et moi, je continuerai ces remerciements par rapport aux équipes de nos CCI qui se sont investies depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois pour que cette journée soit une journée extraordinaire. Et remercier aussi notre présidente, Audrey. C'est la première fois qu'elle est présidente dans le cadre d'un forum Femmes et Challenge. Et donc, remercier aussi Audrey pour cette journée magnifique que nous passons ensemble. Alors moi, j'hésitais à la remercier avant. Maintenant, je m'associe de tout cœur à tous ces remerciements. Voilà. Donc, merci Audrey de m'avoir insufflé cette audace aussi. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup à vous deux, Vincent Loda et Emmanuel Leroux, qu'on applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Faites chauffer les mains. Alors, c'est le moment. Je suis comme une dingue, je l'ai rencontré, il est si grand. Nous avons le privilège d'accueillir un entrepreneur audacieux, visionnaire, qui a su marquer le monde de la technologie et de l'entrepreneuriat. Ex-joueur de poker,
Et oui, son intuition et sa vision du potentiel de la blockchain l'ont propulsé au sommet. En 2014, il cofonde Ledger, devenue la 15e licorne française et le leader mondial en solutions de sécurité pour les cryptos actifs. Son énergie, son pragmatisme et sa capacité à entreprendre font de lui une source d'inspiration. Et aujourd'hui, il va partager avec nous sa vision et ses clés pour aborder la détermination de tout entreprendre. Et accessoirement, dans Qui veut être mon associé, c'est carrément mon préféré. Donc, je l'adore. Lui, celui qui fait du vélo, Marc. Oh là là, les deux. En tout cas, merci d'applaudir extrêmement chaleureusement Éric Larchevêque. Éric. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, je dois vous avouer quelque chose. J'ai un super pouvoir. Ouais. Si j'ai réussi, c'est forcément parce que j'ai un super pouvoir. Et ce super pouvoir, je pense que vous l'avez aussi, si vous êtes dans cette salle. En fait, mon super pouvoir, ça a toujours été d'avoir la chance de de savoir exactement ce que je voulais faire. Avoir un projet, avoir un objectif, savoir où on veut aller, ça, c'est la base de la détermination qui permet d'avancer et de faire les choses. Et avoir cette chance de savoir ce qu'on veut dans la vie, de savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut construire, ce que l'on veut créer, eh bien, c'est la possibilité de se lever tous les matins en se disant « Super, encore une belle journée, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. » Alors, qui dit super pouvoir dit super-héros. Et à l'origine de tout super-héros, il y a un moment dramatique qui a créé le super-pouvoir. Et ce moment, moi, il m'est arrivé. C'était le 23 décembre 1980, à Villars-sur-Olon, en Suisse. Alors, je n'emmenais pas des billets de banque, j'étais encore trop petit. J'étais en haut d'une montagne, j'avais les skis aux pieds, et on devait rentrer au chalet. J'ai dévalé la pente, donc j'avais 8 ans. Je crois que j'ai raté un virage et j'ai eu un grave accident de ski qui a détruit ma jambe gauche. Et pendant 1 an, je suis resté alité. Alors pour un enfant de 8 ans, c'est pas facile de rester au lit. Je me rappelle les journées, alors il n'y avait pas la télé, il y avait encore moins les écrans, les smartphones. Je prenais des bouts de papier, je faisais des fusées, des avions en papier. Hop, je les lançais. Puis j'attendais le soir que mes parents reviennent et me les rendent pour pouvoir recommencer. Donc en fait, il s'est passé quelque chose. Je me suis ennuyé, mais vraiment ennuyé. Et l'ennui, c'est quoi? Eh bien, c'est rester avec soi-même et réfléchir. Et je suis certain que cette capacité à avoir pu m'ennuyer aussi longtemps est à la base de ma curiosité, de mon envie de faire, de comprendre, de créer. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, eh bien, c'est de ne pas perdre l'idée de s'ennuyer. Ennuyez-vous. Aujourd'hui, on ne sait plus faire. C'est quand même dingue qu'on doive rappeler un tel conseil, de prendre le temps avec soi, parce qu'aujourd'hui, dès que vous avez 2 minutes, qu'est-ce que vous faites? Ah, excusez-moi. Ah ouais. Regardez des vidéos de chats sur Instagram, c'est super, mais c'est quand même mieux de prendre le temps de rester avec soi-même. Simplement de marcher, c'est pas obligé de marcher dans une forêt, au bord d'une falaise, à Étretat, non. Vous pouvez marcher dans un centre commercial, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment de rester avec vous-même. Donc vous n'écoutez pas de musique, pas de podcast en tout cas, et vous êtes avec vous-même, vous réfléchissez, vous laissez votre cerveau travailler, et c'est moi en tout cas, de cette manière que toujours j'ai pu voir arriver des projets, des idées, des envies. Et donc, si vous n'avez pas de projet, et je ne pense pas que ce soit le cas de vous, là, puisque vous êtes assis ici, vous avez forcément des projets, mais si vous avez des personnes, des enfants par exemple, qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, dites-leur de s'ennuyer. Ça ne va pas être facile, il va peut-être falloir prendre les écrans. Moi j'ai 3 enfants, et je me rappelle le plus beau jour de ma vie, c'est quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Papa, je m'ennuie ». Alors je leur ai dit d'aller jouer sur l'autoroute.
Et effectivement, après, j'entendais plus parler d'eux. Je revenais dans la chambre et ils avaient trouvé quelque chose à faire. Ils utilisaient 3 bouts de trucs, ils s'inventaient des histoires. Donc voilà, l'ennui est à la base de la créativité. Et la créativité est à la base du succès. Et donc moi, quand j'étais plus jeune, je savais ce que je voulais faire. Assez rapidement, j'ai croisé la route d'un ordinateur et je me suis dit, quand je serai grand, je voudrais être ingénieur en ordinateur. Et donc je me suis dit, ok, il va falloir être bon en maths, bon en physique. Et donc je me suis démené pour être bon à l'école, pour passer le concours d'entrée de mon école d'ingénieur. J'ai été pris et puis j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et la dernière année, pendant le stage de dernière année, de 5e année, eh bien, je suis allé faire un stage en entreprise. J'ai fait une école d'ingénieur en microélectronique, c'est-à-dire on grave des puces en silicium, il faut des laboratoires énormes, ça coûte extrêmement cher de travailler là-dedans, et donc forcément mon stage était dans une grande entreprise. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ah la vache, alors ça va pas être pour moi, là, je vais pas réussir à survivre. Faire partie en fait d'un énorme projet dont on ne voit ni le début ni le commencement, être un espèce de petit engrenage dans une énorme machine, ça m'a pas plu. Et je me suis dit, ah ben zut alors, je suis foutu, avec mon diplôme, je peux bosser que dans des grandes boîtes, et ça ne va pas me plaire du tout. C'était le choc culturel total. Et c'est là où je me suis dit, bah écoute, tu vas créer ta boîte. À l'époque, être un entrepreneur, ce n'était pas trop à la mode. Du reste, un entrepreneur, à l'époque, c'était quelqu'un qui fabriquait des maisons, qui construisait des maisons. Le terme de start-up, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, dans notre promo, on était 160, on n'était que 2 ou 3 à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a bien changé depuis. C'était le début d'Internet en 1996, et donc j'ai lancé une première boîte qui faisait des sites Internet. On l'a développée. Ensuite, j'en ai fait une autre qui était dans la FinTech, qui faisait du paiement, de l'affiliation. Elle a très bien marché, celle-ci. Je l'ai créée en 1998. On est monté à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a eu besoin d'internationaliser, de recruter beaucoup plus. Et on s'est dit que pour recruter plus, ce serait pas mal de le faire à l'étranger, parce qu'à l'époque, il y avait les plateformes offshore dans les pays de l'Est qui se développaient. Et j'ai décidé de partir en Roumanie pour aller créer la filiale roumaine. Donc je suis allé là-bas, j'ai recruté une 50aine de personnes. On a foiré l'internationalisation. On a réussi à revendre la boîte quand même 27 millions d'euros, ce qui était pas mal, ma première exit. On était 4. Et j'ai fait un peu d'immobilier en Roumanie, mais à un moment, je me suis ennuyé. Alors j'ai décidé de partir en Lettonie, parce que là-bas, ça avait l'air très cool. Il y avait une très belle architecture dans la ville, des jolies filles, quoi. Et pas autant qu'ici, mais... Et donc, je me suis installé à Riga. J'ai commencé un peu à faire de l'IT, parce qu'à la base, j'étais quand même plutôt dans la tech. J'ai vite compris que ça allait être compliqué. Le pays était trop petit et c'était trusté par l'Estonie au nord. Et donc, j'ai rechuté, j'ai refait de l'immobilier. J'ai développé un hôtel là-bas qui s'appelle Dodo Hotel, qui a une centaine de chambres, qui existe toujours. C'était une aventure épique. Et quand je l'ai construit, je regardais la peinture sécher. Je m'ennuyais, comme toujours. Et je me suis promené dans la ville. Je suis rentré dans un casino. Je me suis assis à une table. Ils jouaient au poker. C'était un tournoi. Je ne connaissais pas du tout les règles. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu. Et donc, je me suis assis, j'ai joué. Et ne comprenant absolument rien, bien entendu, j'ai remporté le tournoi. Et je me suis dit, waouh, je suis le roi du poker. C'est incroyable ce jeu. Alors, je suis revenu le lendemain. Ça n'a pas été la même histoire. Le surlendemain, pareil, je me suis fait laminer, mais je me suis intéressé au jeu, ça a piqué ma curiosité, j'ai commencé vraiment à lire, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai travaillé mon jeu, etc. Puis au bout de quelques temps, quelques mois, je me suis qualifié pour les Masters d'Amsterdam, qui fait partie du circuit européen. J'ai terminé 6e, ensuite j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai terminé 6e, 7e à Copenhague, j'ai fait les championnats du monde à Las Vegas, j'ai passé pas mal de temps là-bas. Bref, j'ai eu une carrière de joueur de poker, j'étais environ 3e joueur français. Et oui, j'ai rencontré Patrick Bruel. Et on arrive en 2010, et là j'ai un peu une crise existentielle. Je me dis, tu joues au poker, tu construis rien, tu sers à rien. Et j'avais pas envie d'expliquer à mes enfants, parce qu'entre-temps je m'étais marié, j'ai eu des enfants, j'avais pas envie d'expliquer à mes enfants que papa il joue aux cartes. Et donc, je me suis dit, OK, j'arrête. Et j'ai mis un terme à ma carrière de poker. Et je suis rentré en France en 2010. Là, c'était le début des applications mobiles, l'App Store, Android. C'était une nouvelle en fait, donne pour
la tech, qui avait été complètement un peu endormie jusque-là. Et là, je me suis dit, OK, moi aussi, je veux la start-up. Moi aussi, je veux lever des fonds. C'est le moment, application mobile. Et donc, je lance Prixing, qui était un comparateur de prix. Tu scannes le code barre et puis ça donne où est-ce que tu peux l'acheter au moins cher. Ça te donne ça explique ce qu'il y a dedans, etc. Ça permet aussi d'inviter les gens à aller dans des boutiques, etc., d'aller acheter. On lève 1,5 million d'euros. Je recrute du monde, je trouve un associé. On développe ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on était à peu près à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais je me dis, cette boîte, j'arriverai pas à en faire une boîte à 1 milliard. Franchement, je ne vois pas comment je peux faire. Et là, j'ai réfléchi en coup d'opportunité. Soit vraiment, je passe les prochaines années de ma vie à vraiment bosser sur le truc pour le monter à quelques millions, parce qu'il y avait quand même des plafonds de verre sur le modèle, soit je fais autre chose. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu as envie de quoi? Je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de faire la plus grosse boîte possible. J'avais toujours eu envie de montrer que j'étais capable de faire des choses, de construire des choses grandes. C'est une espèce de moteur que j'ai toujours eu. Et donc, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça avec Prixing. Surtout qu'à l'époque, à chaque fois, ça te disait, quand tu comparais pour aller le moins cher, ça te disait d'aller chez Leclerc. Donc, je me dis, ce truc, ça ne sert pas à grand-chose. Et Michel Edouard est là. Et donc, j'ai décidé de mettre Prixing à la poubelle. Voilà. Je me suis dit, OK, j'arrête. J'ai appelé l'investisseur qui avait mis 1,5 million. Je lui ai dit, écoute, j'arrête, ce truc, ça ne sert à rien, on peut faire mieux. Poubelle. Alors, il me dit, attends, essaye de le vendre au moins. Ah, il n'a pas oublié d'être con, lui. Et donc, je fais une évaluation des actifs, en fait, du fonds de commerce. Parce que je voulais garder mes ingénieurs. J'avais une super équipe de développeurs, on était une dizaine. Bon, il y en a certains qui allaient partir si j'arrêtais Prixing, mais je ne voulais pas vendre l'entreprise. Et donc, je fais évaluer les actifs. Et on arrive péniblement à 100 000 euros. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, il y avait la marque, le code, la base client, enfin bref. Et donc, je commence à essayer de le vendre. Personne n'en veut, ça ne marche pas. Et les rares qui sont intéressés, en fait, ils attendent que je craque et je lâche ça à 10 000 balles ou à 1 euro. Jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil d'une boîte qui s'appelle ICO, qui est cotée en bourse, qui est aussi dans la conso data. Et ils sont de parler de Prixing et ils disent, oui, ça nous intéresse, venez nous voir, c'est un deal simple. Donc, on va aller voir, il y a un conseil d'administration. Et là, je commence à pitcher Prixing. Là, Prixing, on a 1 million de téléchargements, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a un des gars du conseil d'administration, il m'arrête, il fait... Je dis oui, je m'arrête. Là, il me dit, bon, Prixing, tout ça, c'est très bien, on connaît, c'est super. Non. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura les moyens de vous racheter? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la négociation ici. Il y a des experts en négociation dans la salle? Parce que franchement, en termes d'entrée en matière, c'est original. Donc, je donne un coup de pied à mon associé qui avait le menton collé à la table. Et je dis, OK, vous avez raison. Alors, on va faire simple. Voilà, vous prenez les actifs, tout ça. Mais bon, vu le prix que je vais vous faire, accompagnement 3 jours max. Hein, après, moi, je me casse. Donc, allez, 1 million d'euros, on n'en parle plus. Et le gars, ouais, signé. Et donc, sur un malentendu, bisous à Jean-Claude Duss, sur un malentendu, je vends Prixing 1 million d'euros, cash. Donc, c'est comme si c'était une levée de fonds. L'argent vient dans l'entreprise, il ne vient pas dans ma poche. Et donc, je me retrouve sans projet, mais avec de l'argent. Et là, je me dis, super, qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là, en recherchant un petit peu une nouvelle aventure, en regardant, en lisant les news, etc., que je tombe sur une espèce d'ovni technologique un peu bizarre qui s'appelle le Bitcoin. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Et donc, je suis quand même curieux parce que je veux comprendre comment ça, un système décentralisé qui fonctionne sur Internet, qui permet de faire un système transactionnel qui résiste à la censure. Je dis, ah bon, vraiment? Et donc, je commence à lire, et plus je lis, moins je comprends. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, à un moment, ça y est, tout s'aligne dans ma tête, ça fait tilt, et là, je suis frappé par la foudre,
et je comprends que le Bitcoin est une révolution à la fois technologique et monétaire. Et là, je me dis, je dois consacrer le reste de ma vie au Bitcoin. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors je réfléchis, je fais du minage, je fais un wallet, je fais du protocole, je regarde plein de trucs avec nos ingénieurs. Je n'arrive pas à trouver la bonne idée, le bon projet. Je ne trouve pas. Et ça avance. Là, en fait, on est fin 2013. Et je me dis, OK, je ne trouve pas, je n'arrive pas à trouver la bonne idée. Donc, je vais aller au bout de « j'ai pas d'idée ». Ça veut dire quoi, aller au bout de « j'ai pas d'idée » Je vais transformer mon absence d'idée en projet. Et donc, je décide d'ouvrir la Maison du Bitcoin, un espace physique situé à Paris, dans le Sentier, qui va parler du Bitcoin. On va ouvrir et ça va être super. Et voilà. Et donc, non, il y avait quand même un business plan. Hein. Le business plan, c'était « on espère qu'il va se passer quelque chose ». Je ne vous raconte pas la gueule des actionnaires. Hein. Il y en a même, ils se sont dit « ok, non, moi qui pensais prendre le train en marche, eux, ils se sont jetés, hein, ils sont passés sous les roues. Et donc, j'ai racheté mes actionnaires à 1 centime de l'euro. Parce que là, ils se sont dit « ah non, Bitcoin, non. » Donc, je me suis relevé et on a ouvert la Maison du Bitcoin, qui était un lieu à Paris. Les gens y venaient et puis, dès qu'il y en a un qui rentrait, là, il en prenait pour son grade. Hein. Je lui parlais du consensus décentralisé, du théorème de la théorie des jeux, l'équilibre de Nash. Enfin, le mec, il ressortait la toupie. Et en fait, j'avais créé cet endroit. En réalité, il y avait quand même un modèle, c'était de créer des opportunités. Le plus important dans la vie, c'est de créer des opportunités. Vous savez, quand vous ne savez pas quoi faire, vous tournez en rond, c'est pas grave. Allez, on crée des opportunités, ça ne se crée pas tout seul, il faut aller dans l'action, il ne faut surtout pas se poser de questions. Moi, en fait, ce que j'ai toujours fait dans la vie, c'est aller dans l'action, ne pas me poser de questions. Je me suis dit, c'est une bonne idée, ça a l'air d'être un bon truc, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose, donc j'y vais. Par contre, voilà, il faut faire quelque chose. Si j'attendais qu'il se passe quelque chose, bah forcément, c'est plus compliqué. Et donc, bien sûr, il s'est passé quelque chose, hein, sinon je ne serais pas là, sur scène, à vous parler. J'ai croisé la route, en fait, de 2 boîtes, une qui était à Vierzon, ma ville d'origine, par hasard, qui vendait des bitcoins par la poste, et une autre qui utilisait la technologie carte à puce pour sécuriser les bitcoins. En gros, on s'est bien entendu, on a partagé la même vision que pour se développer, le bitcoin et les autres cryptoactifs avaient besoin de sécurité. Il fallait faire des coffres forts pour les bitcoins. N'inquiétez pas, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Il me reste que 10 minutes. Et on s'est associés et on a créé Ledger. On était 8 cofondateurs, 3 sociétés qui ont fusionné. Alors sur le papier, 3 boîtes qui fusionnent, 8 cofondateurs, c'est la recette du désastre. Hein. Dire déjà qu'à 2, pas facile, des fois alors à 8. Et en réalité, tout le succès de Ledger se base sur cette association qui a très bien fonctionné. En fait, on s'est réunis un samedi de juillet, un matin, à la Maison du Bitcoin, et en 2 heures, on s'est mis d'accord sur qui fait quoi, la répartition des parts, la répartition du capital, les rôles de chacun. Et ça a été un moment fondateur, puisqu'ensuite, on a toujours continué à aller dans le même sens, à ramer dans le même sens, et que ce soit dans le succès ou dans la défaite, dans la difficulté, tout le monde est toujours resté concentré à son poste, à avancer dans la même direction. Et c'est que bien plus tard, en fait, que j'ai appris que finalement, une des qualités que j'avais, ce que je savais faire au final, eh bien, c'était faire du leadership. Le leadership, c'est quoi? Eh bien, c'est de réussir à faire en sorte que des gens travaillent ensemble en allant vers la même direction pour aller dans un but qui est un but commun. Et ça, j'ai compris que c'était ce que je savais faire. À l'époque, leadership, je ne savais même pas que c'était dans le dictionnaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça un petit peu naturellement. Et donc, on a développé Ledger. On a commencé par lever des fonds. On allait voir un fonds d'investissement qui s'appelle Xange. Voilà, quand ils nous ont vu arriver, ils se sont dit « Oula, les mecs, ils font du bitcoin, ils font du hardware, laisse tomber. » Par contre, il y a une bonne équipe. Effectivement, moi, j'avais vendu une boîte avant, j'ai fait plusieurs trucs. Nicolas Baca, qui était le CTO, le directeur technique, je suis dû parler 2 secondes pour dire « Ok, génie, c'est bon, je ne comprends rien, mais tiens, take my money. » Et donc, ils se sont dit « Ok, eux, pas de problème, leur truc Bitcoin, ils vont arrêter, ça va pivoter, donc on va miser sur l'équipe. » Donc, une fois, sur un autre malentendu, en fait, ils ont mis 1 million sur Ledger.
On n'a pas pivoté. Mais pendant les 2 premières années, c'était la catastrophe totale. Personne ne s'intéressait à notre produit. Donc nous, on vendait des coffres-forts pour des bitcoins. Là, les gens, les bitcoins, ils n'en voulaient pas. Hein. Ils disaient, non, mais attends, ce truc-là, moi, là, c'est radioactif, j'y touche pas. Et ceux qui en avaient, ils disaient, ouais, c'est bon. Et on nous expliquait que de toute façon, hein, on a déjà dans la poche quelque chose de super pour gérer des transactions digitales et faire changer les gens, pour leur faire adopter un nouveau device, un nouveau petit appareil différent. Bah, c'est très, très, très difficile. Et on nous disait, attendez, pivotez, pivotez, pivotez. Et nous, on ne voulait pas pivoter, on se disait, on va y arriver. En fait, j'étais sûr d'avoir raison. Par contre, j'avais peur d'avoir raison trop tôt. Et ça ne pardonne pas d'avoir raison trop tôt. Et donc, le temps passe, on arrive fin 2016. Et là, on arrive au bout, il n'y a plus d'argent. On a tout pris, BPI, on a tout cramé, il n'y a plus rien. Et là, je me dis, OK, faut que je trouve 5 millions, sinon c'est fini. Et donc, je commence à pitcher, je vais faire le tour d'Europe, 50 fonds d'investissement, 50 pitchs, 50 coups de pied au cul. Hein, parce que déjà, on était sur le Bitcoin, donc tout le monde se foutait et pensait que c'était fini. On faisait du hardware, les VC, ils détestent le hardware. Et en plus, on ne faisait pas de chiffre d'affaires. Ça ne pardonne pas. Et donc, je me disais, là, c'est la fin, c'est fini, terminé. Et, bien entendu, je reçois le coup de fil proverbial. Il y avait un fonds d'investissement, la Maïf Avenir, qui appartient à Maïf. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient foutre la Maïf là-dedans? Je vais vous expliquer. Eux, en fait, ils disaient, ouais, tiens, ils s'intéressaient à la blockchain. Rappelez-vous, en 2016, tout le monde voulait son blockchain, comme aujourd'hui, tout le monde veut son intelligence artificielle. Et eux, ils se sont dit, la blockchain, c'est le futur, etc. Et là, un entrepreneur, ça ne doit jamais rien lâcher, hein, n'est-ce pas? Il ne faut jamais lâcher. Mais il y a une différence entre l'obstination, oula. Il y a une différence entre l'obstination et la persévérance, c'est l'obstinence. L'obstination, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Ça s'appelle la folie. La persévérance, c'est toujours vouloir aller au même endroit, mais peut-être en changeant un petit peu la méthode si on s'aperçoit que ça ne marche pas. C'est écouter son marché, c'est réfléchir, c'est avoir la capacité de se dire « Ok, j'ai tort, je change ». Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai entendu qu'ils voulaient faire de la blockchain, j'ai jeté mon deck à la poubelle et j'ai pitché Ledger comme le champion de la blockchain pour entreprise. J'ai vendu de l'idéation blockchain pour les DSI. J'ai vendu des trucs avec des post-it partout de toutes les couleurs. Ils étaient ravis, ils ont foutu 2 millions. On a réussi à ramener un petit peu de monde dans le train parce qu'il faut toujours quelqu'un, il faut une locomotive. On avait la locomotive à 2 millions et on a mis les wagons. On est arrivé à 5 millions et puis 7 millions. Parce que ce qui s'est passé, là, on était fin 2016, mais début 2017, quand on a closé le tour, le Bitcoin a commencé à monter, ça a commencé à chauffer. Et le 2017 a été une année de folie pour Ledger. Donc, 2014, on avait fait 100 000 euros. 2015, on avait fait 200 000 euros. J'ai menti quand on disait on ne fait pas de chiffre d'affaires. On fait 200 000 euros. Et 2017, on a fait 40 millions d'euros. Avec 20 millions d'euros d'EBITDA. On pensait vendre 20 000 unités de nos petits devices, nos coffres-forts. On en a vendu 1 million. Alors, ça a été une boucherie. Ce type de croissance, ça peut tuer des boîtes. Et surtout, à un moment, on a eu le premier board avec la Maïf. Les mecs sont là, genre, mais attendez, c'est quoi ces conneries de Bitcoin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. C'était pas bien, ils transpiraient. Et on leur a expliqué, on avait un petit side project là, qui était en page 74 de deck que vous n'avez pas lu. Et là, ça marche super bien. Il dit, ah ouais, non, mais c'est pas de votre faute, hein, je comprends, mais nous, on ne veut pas. Hein. Je dis, attendez, la boîte, elle va valoir 1 milliard, j'en suis sûr. Ah ouais, mais non, nous, on ne veut pas financer le terrorisme, on ne veut pas participer au blanchiment d'argent. C'est pas possible, vous vous rendez compte, la Maïf, c'est pas possible. Alors là, je me dis, putain, je suis mal barré. Moi qui avais pensé aller à Silicon Valley pour lever des dizaines de millions d'euros, pas possible avec l'actionnaire numéro 1 en PLS total, hein, parce qu'ils étaient vraiment pas bien, ils étaient tout blancs et tout. Et donc, ils avaient mis 2 millions d'euros. Là, je me dis, j'ai pas le choix, il faut les racheter. Et donc, je leur ai proposé 4 millions d'euros. Ils ont accepté. Donc, ils ont fait la plus belle opération de
de l'année, puisque un TRI incalculable, hein, doublé en 3 mois. Et donc ils sont sortis, ils ont eu l'intelligence d'accepter, et je les remercie du reste. Et c'est pour ça que j'ai proposé 4 millions. J'aurais pu leur proposer, les insulter à 1 million, 2 millions, donc 4 millions. Parce que des fois, en fait, il y a des économies, ce n'est pas les bonnes économies. Ce qui comptait, c'est qu'ils sortent pour pouvoir aller à la suite. Parce qu'après, on a pu lever 70 millions, puis 300 millions. Et aujourd'hui, ces 2 millions que j'ai racheté 4, en fait, ils valent 70 millions. Donc franchement, vous avez racheté 2, 3, 4, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Et donc des fois, il ne faut pas non plus s'accrocher comme ça à des économies, à des principes. Il faut savoir un peu lâcher quand il faut. Il y a des moments, il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment être un peu agressif, et puis des moments, au contraire, voilà, un entrepreneuriat, c'est toujours une question d'équilibre. Donc j'ai continué de diriger la boîte jusqu'en 2019. Évidemment, il y a eu des hauts et des bas sur Ledger. On est sur un marché haussier, baissier, c'est très compliqué. En ce moment, ça va plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez vu, le Bitcoin a dépassé les 100 000 $ ce matin. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et donc, il y a eu des hauts, des bas, des moments difficiles. On a dû restructurer l'entreprise, et c'est à ce moment-là, en 2019, que j'ai quitté mon poste de CEO pour partir vers de nouvelles aventures. Et c'est à ce moment-là aussi où je suis rentré dans le casting de Qui veut être mon associé. Une histoire épique que je n'aurai pas le temps de vous raconter, mais que je raconte en détail dans mon livre, en vente à 17,50 €. Parce que j'ai écrit un livre, voilà, j'ai tout raconté, tout ça, je raconte tout, c'est super. Disponible aussi en audio-livre. Et donc j'ai changé de vie à ce moment-là. Je suis allé vers ce qu'on appelle la slow life. Je me suis dit, c'est bon, j'ai bossé comme un dingue pendant toutes ces années. Là, il y a une porte qui s'est ouverte que j'aurais jamais pensé ouverte, de sortir en fait de l'opérationnel de chez Ledger. Je me suis installé en Sologne, à côté de Vierzon. J'ai acheté un domaine juste avant le Covid, j'ai eu de la chance. Et donc maintenant, je suis installé là-bas. Aujourd'hui, je m'investis beaucoup dans le local, dans l'économie locale à Vierzon. C'est pour ça aussi que j'ai bien voulu venir ici. Je trouve ça super, tout ce qui est les initiatives locales. Aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Et donc à Vierzon, j'ai cofondé une école de développeurs qui s'appelle AlgoSup, des développeurs informatiques, une école en 5 ans. Il y a un village Baïséa qui s'appelle le B-Cube, une dizaine de startups. J'ai aussi un fonds de dotation qui finance en fait des actions en fait, pour apprendre je vais y arriver, dans tout ce qui est scientifique, la science, etc., donner un petit peu de l'inspiration aux plus jeunes. Et puis j'ai aussi mon domaine dans lequel je reçois des entrepreneurs, je fais des masterminds, des masterclass, parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai plus de problèmes à résoudre en fait. Un entrepreneur, ça résout des problèmes, d'accord ? C'est bon à résoudre des problèmes, ça fait que ça. Aujourd'hui, j'en ai plus. Alors je me suis dit, je vais résoudre le problème des autres. Et voilà. Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je suis là. Et en parlant de résoudre des problèmes, c'est exactement ce qu'on va faire là tout de suite avec 3 entrepreneurs qui vont nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Larchevêque. Vous êtes formidable. Je sais. Oui. Vous venez quand vous voulez dans mon émission, hein, franchement, ça fait plaisir. Éric, ce qui va suivre, je suis un peu gênée de vous demander ça, va vous demander un petit jeu de rôle. Vous allez devoir vous mettre dans la peau d'un investisseur. Et ouais, ça va être un peu galère, je savais que ça allait vous stresser. Mais bon, ça va aller. Vous imaginez que vous avez mis un petit peu d'argent dans une boîte, vous êtes un actionnaire et vous rencontrez ces fameuses entreprises et vous leur demandez un petit peu des comptes. Vous allez donc échanger avec 3 entrepreneurs audacieux et c'est là qu'il va falloir faire jouer un petit peu votre talent. Vous allez vous positionner tel un membre de leur board en les conseillant face à leurs enjeux. Si vous avez un doute, une hésitation, vous me regardez. Hein, ouais, okay. J'ai le droit de tricher. Je vous soutiens. Okay. Voilà. Installez-vous, mon cher Eric, je vous en prie. Je vais m'asseoir aussi un petit peu pour annoncer vos invités, parce que je vous avoue que ça me tire un peu dans le bas du ventre. J'ai oublié de vous dire, Eric, je suis enceinte. Voilà. Pardon, alors rassurez-vous, cette info ne vous concerne nullement. Voilà, vous avez... voilà, commencez pas à avoir un stress. Vous avez fait un petit week-end normand il y a peu, mais j'étais pas là. Vous inquiétez pas, mon cher Eric. Le père, en plus, il y a un stand derrière. Je vous dis pas la tronche que je vais avoir dans 5 minutes. Alors, je m'assois parce que ça tire un peu. On m'avait dit, ouais, tu vas voir les premières semaines, les ligaments, machin. Il est en train de s'installer en 2 pièces, le ptio, je vous dis pas. Il est confort. Alors, Eric, vous prenez des notes, attention.
Vous allez recevoir, mon cher Eric, oh, j'adore vous voir en face et vous parler, je suis comme une dingue. Vous allez recevoir Lucille Derly. Elle est ingénieure de formation, elle est la présidente et la cofondatrice d'Arteria. Alors qu'est-ce? Depuis 4 ans, elle dirige cette société qui compte aujourd'hui 10 collaborateurs avec pour objectif de révolutionner les pratiques médicales grâce à BloodUp. Alors qu'est-ce que c'est également BloodUp? BloodUp en fait réduit considérablement les échecs et les complications lors des manipulations qui nécessitent la détection d'un vaisseau sanguin. Comment? Avec un système de laser qui détecte instantanément l'artère. Cette jeune femme a également eu l'honneur d'être nommée dans la prestigieuse liste 30 Under 30, liste dans laquelle je ne figure malheureusement pas. C'était une erreur. Une liste de Forbes Europe dans la catégorie Science and Healthcare, saluant ainsi son engagement et ses réalisations dans le domaine des technologies médicales. Et elle vient également de rejoindre une autre liste dans laquelle je ne figure pas, la prestigieuse liste de French Women Entrepreneur 40. Ça, c'est l'invité numéro 1, Eric. On va continuer ensuite avec un garçon, Olivier Gély, président et fondateur de Payotte. C'est à partir d'un faux départ que notre speaker a trouvé l'idée qui allait transformer sa vie. Un matin, en enfilant 2 espadrilles dépareillées, une en 41, l'autre en 43, eh bien, il décide de personnaliser sa paire avec peinture et feutre pour éviter de nouvelles confusions. Eh bien, le résultat, c'est un véritable succès auprès de ses clients qui deviendra l'étincelle pour créer sa propre marque d'espadrilles nommée Payotte. Olivier Gély sera avec nous d'ici quelques petits instants et il le dit, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Enfin, place à notre dernière speakeuse, elle s'appelle Ophélie Van Bremersch, elle est présidente directrice générale de ZAC. À seulement 19 ans, Ophélie a lancé il y a 5 ans, en parallèle de ses études, sa start-up ZAC Group, qui reconditionne et sauve les lunettes inutilisées pour lutter contre le gaspillage et la surconsommation. L'entité regroupe désormais ZAC Stores, un concept de magasin d'optique reconditionné, et ZAC Collection, des corners de lunettes reconditionnées chez les opticiens. Elle est consultante et conférencière depuis 2023. Elle se lance dans un nouveau challenge avec la 2e saison de son podcast ZAC a dit, qui allie valeur et business. Et elle fait également partie de la prestigieuse liste de Forbes 30 Under 30. Les présentations sont faites. Eric, vous êtes prêt? Vous avez pris des notes? Non. Formidable, parfait. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, Lucille, Olivier et Ophélie, accompagnés d'Éric Larchevêque. Merci à vous. Bonjour. Allez. Ah. Bon, c'est la première fois qu'on fait un board avec 3 entreprises, mais je suis un homme très pressé, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai invité. Donc je vous remercie d'être venu. Et donc honneur aux hommes, puisque, hein, n'est-ce pas? Ah, on est en 2024, bientôt 25, voilà. Donc, non, je vais me faire défoncer. Alors, Ophélie? Oui. Oui. Alors, donc comment ça se passe pour toi, là, les derniers résultats? Est-ce que tu peux me donner un petit refresher sur... Ça marche. Donc déjà, je pense que la problématique qu'on a, en fait, en France, il y a plus de 110 millions de lunettes au fond de nos tiroirs. C'est d'ailleurs peut-être le cas des personnes qui sont juste ici. Je vous invite d'ailleurs à lever la main si vous avez des lunettes au fond de vos tiroirs. On est beaucoup. Et du coup, ce qui se passe actuellement, on a plus de 1000 lieux de collecte partout en France pour valoriser les anciennes montures de lunettes. On a créé 14 emplois indirects pour des personnes en situation de handicap et d'insertion. Et ensuite, on a une boutique en propre à Lille, une deuxième qui vient d'ouvrir en licence à Amiens, juste au niveau local. Je suis d'origine lilloise. Et après, on a 250 lieux redistributeurs de nos corners de montures. Ok, très bien. Et donc là, le business, comment ça se passe? C'est plutôt en croissance? Oui, c'est en croissance. Là, on a signé du coup avec une enseigne l'année dernière. On est en progression avec eux. Et là, on est en période de levée de fonds. Donc du coup, je me retrouve face à des sujets, notamment parce que en ce moment, le climat économique n'est pas celui qu'on a pu connaître avec des super levées, etc. Enfin, ouais, non, il est dramatique, je te confirme. Voilà. Et du coup, on a eu un accompagnement bancaire qui est assez important. Ça, j'ai pas eu de problème au niveau bancaire, mais là, j'ai envie d'aller plus loin, de donner un deuxième souffle à mon entreprise. J'ai une proposition d'un fonds, mais qui pour moi est un peu dur et qui n'est pas à la valeur de ce que je voudrais. Et du coup, la problématique que j'ai actuellement, c'est est-ce que j'essaie de trouver plutôt des chefs d'entreprise qui vont m'accompagner pour aussi faire grandir mon business et mettre de l'argent, des business angels, ou est-ce que je passe auprès d'un fonds et du coup avoir des recommandations? Donc là, tu as déjà une proposition d'un fonds? Oui.
Donc il t'a fait une term sheet, c'est-à-dire il t'a proposé quelque chose? Exactement, pour 500 000 € en equity. Enfin, du coup, exactement, j'ai eu 100 000 € en equity, 200 en OC et 200 en ONC. C'est un peu spécifique si les gens ne font pas de levée de fonds. 100 000 € en fait qui rentrent au capital, oui. 200 000 € en obligations convertibles, c'est-à-dire qu'ils te le prêtent, mais si tu ne les rends pas, a priori, ils vont les convertir avec un discount ou quelque chose comme ça. Et les 200 000 € de reste, c'est quoi? En obligations non convertibles. En obligations non convertibles, donc un emprunt, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, les taux sont énormes et du coup, je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je prenne le risque? Les taux sont quoi, à 14? Oui, exactement. Et, ok, et effectivement, les 100 000... Enfin, donc toi, tu as besoin de combien au total en equity? Au total, on a sur un besoin de 700 000 €. 700 000, ok. Donc là, bon, ils font qu'une petite partie du trajet. C'est ça. Et j'imagine que tu as parlé avec d'autres fonds? Oui, il y en a pas mal qui nous ont dit, avec qui on est encore en discussion. Ouais, c'est pas fini. Ah non, il y en a encore 2 où j'avance bien, c'est pas fini, mais en fait je me dis que ça va être très certainement dans les mêmes proportions. Pas forcément, parce que là, ce qu'il propose, c'est quand même assez spécifique. Et donc, soit le fonds, il a une conviction, et dans ce cas, il va t'accompagner et il va avancer en fait en equity. Donc, peut-être qu'il peut mettre 200, 300. Et parce que 100, en fait, le problème, c'est que ça ne suffit pas pour créer de la conviction chez d'autres investisseurs. Okay. Un investissement, c'est un petit train. Les investisseurs sont moutonniers, mais moi le premier. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, qui est un peu légitime, et qui dit « Ok, j'ai bien regardé le truc, allez, je mets 300 000 sur les 700, c'est un peu un minimum », alors, s'il n'y a pas ça, les autres vont se dire « Attends, il va falloir que je fasse tout le boulot ». Et donc, c'est ce qu'on appelle le lead. Et son rôle, c'est de faire ce travail d'audit. Même s'ils mettent au total 500 000 €, c'est non, comme mais s'ils en fait, les mettaient obligations à 14%, c'est... oui. Je veux dire, tu vois, autant prendre un emprunt conso crédit, tu vois, là, ils ne servent à rien. Donc, en fait, bon, après, c'est déjà bien. On ne va pas dire que c'est mieux d'avoir ça que rien. Mais en tout cas, ça ne remplit pas la fonction du lead. Et sans lead, tu n'arriveras pas à récupérer d'autres BA, d'autres personnes, parce que quand tu dis, tiens, il faut que je trouve des business angels, alors la problématique, c'est qu'eux vont se dire, ils ne sont pas forcément des experts, ils n'ont pas forcément le temps de faire ce que fait un fonds, à savoir travailler, regarder, ouvrir le capot, faire un audit, regarder ta tech, regarder ton marché, etc. Et ensuite avoir une conviction et faire une term sheet. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai aussi l'impression, le retour qu'ils nous ont dit, c'est que majoritairement, là, dans les dossiers qu'ils ont, c'est qu'en priorité, ils refinancent ceux qu'ils ont déjà. Ah bah oui, parce que toutes leurs lignes sont en train de crever la gueule ouverte. Et du coup, ils se disent, en fait, nous, on veut plus trop prendre de risques. C'est le cas de tout le monde. On veut plus trop prendre de risques, oui. Et on fait des propositions moins risquées que d'habitude, parce que les autres, en portefeuille, ils sont un peu en train de mourir déjà. Oui, bien sûr. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut aller... Alors, il y a de l'argent. En fait, les fonds ont de l'argent. C'est pas comme s'il n'y avait plus rien. Par contre, là où ça a changé, c'est sur leur conviction et leur capacité de financer des boîtes qui sont encore risquées, qui n'ont pas encore démontré la validité du modèle. Et là, c'est là où il faut faire force de conviction. Mais je pense que de toute façon, je pense que tu as déjà la réponse dans la question, parce que oui, tu ne vas pas accepter ce truc-là, et tu n'es pas encore allé au bout. C'est-à-dire que si à un moment, tu n'as pas le choix, que c'est la fin, etc., mais tu vas prendre un service de la dette à 14% qui va quand même sérieusement écorner, en fait, dans ce cas, autant prendre une dette complète, tu vois, je veux dire, aller au bout du truc, comme ça, tu n'es pas embêté avec un fonds en plus, une levée de fonds, la complexité. Donc, là, il faut vraiment réussir à... Et c'est idéal, ce qui serait idéal, c'est d'avoir un lead, un fonds qui va mettre 300 000 et qui va rassurer les autres et qui vont permettre d'aller chercher des business angels. Tu peux aussi te dire, écoute, moi, j'ai pas de fonds, j'ai pas de truc, pas m'embêter, donc je fais un syndicat de business angels, c'est-à-dire que je vais tenir moi-même la plume sur ce qu'on appelle la term sheet, donc la lettre d'intention. Je vais dire, voilà, 700 000 €, la valorisation, c'est ça. En fait, c'est toi qui tiens la plume et qui donne ta valorisation. Et le ticket minimum, c'est 20 000, par exemple. Et ensuite, voilà, tu vas à la pêche au moule et tu essayes de pouvoir récupérer du monde autour de toi. Ça existe, ce type de levée de fonds, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps. Parce que là, ça fait déjà quasiment depuis mars-avril que je suis en démarche de levée de fonds. Bon, il y a eu les congés cet été, c'était quand même beaucoup plus mort. Enfin, peut-être plus, non, même plutôt mai. Du coup, ça fait déjà une loose période. Ouais. Et quand on est en période de levée de fonds, on n'est pas en plein sur son business et l'opérationnel. Ouais, donc là, ça fait longtemps que tu travailles dessus. Ça fait vraiment depuis mai. Ouais. Et ça fait depuis mai. Du coup, je me dis, est-ce que je continue ? C'est compliqué, parce qu'en plus, tu as un dossier qui a peut-être circulé. Et je ne sais pas si tu as parlé que dans les Hauts-de-France, parce que je suis de la région des Hauts-de-France. Okay, et un fonds parisien avec qui j'échange toujours. Okay. Bon, je pense que là, clairement, il faut aller au bout de ce que te proposent les autres fonds. Et ce qui est très important quand tu es en levée de fonds comme ça et que ça dure,
en fait, c'est ce que j'appelle le flot de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que pour garder les investisseurs engagés, il faut annoncer des bonnes nouvelles. Là, tu dis que tu as fait une ouverture. C'est toujours l'occasion de reprendre le contact. Et donc, de ne pas toujours, des fois, faire le feu d'artifice et tout balancer le premier jour parce que tu as besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Tu as besoin, en fait, donc il faut garder un petit peu des choses sous le coude. Hein. C'est un peu de la stratégie, tout ça. Mais, ok, admettons, tu ne fais pas ta levée de fonds, parce que c'est aussi un choix de se dire, allez, je continue, je m'autofinance. Comment tu décris? Qu'est-ce qui va se passer? Mon plan B, mais en fait, je m'entends très très bien avec mes banques et du coup, ce serait de refaire. Il y a notamment un des prêts que j'ai déjà remboursé, donc je pourrais aller m'endetter auprès avec des taux moindres. À des taux moindres. La seule chose, c'est que je pense, comme tu disais avant, que BPI et autres, entre guillemets, je les ai déjà utilisés. Okay. Donc, je pense que ce serait un prêt où je suis garante personnelle et j'ai 25 ans. Je suis déjà garante personnelle à hauteur de 50 000 euros. Ah, vache. Je viens pas et après j'ai fait du non dilutif ou des choses, donc je considère que j'ai déjà pris des risques. Ouais, tout à fait. La caution personnelle, ça c'est vraiment le truc à éviter. C'est Ouais. très dangereux. Bon, tu étais jeune, etc., mais quand même. Voilà, et c'est pour ça que je me dis, j'ai pas envie de me mettre une dette non plus à hauteur de 300 000 euros toute seule. Ah non, mais c'est sûr, tu dois réussir. Si tu lèves de la dette, tu dois le faire sans te mettre en caution personnelle, parce que là, sinon, tu peux vraiment amputer ton futur. Je sais, c'était au début sur un demi-million, du coup j'ai été caution de 50 000. Oui, bon, ce qui peut paraître acceptable. Bon. Là, clairement, bon, il faudra qu'on se revoie, je vais aller au bout du truc. Mais non, je pense que tu ne peux pas accepter le premier parce que c'est trop dur. Enfin, il faut continuer. Mais en tout cas, cette première proposition, elle ne me paraît pas bonne. Et c'est soit tu trouves un lead à 300 000, soit tu vas être obligé d'aller sur un plan B et peut-être là, après, de négocier avec BPI et d'autres pour limiter ton exposition. Tu vois. Et est-ce qu'un fonds peut refaire une autre proposition? Oui. Ben, s'ils sont motivés, tu leur dis non, ça ne te convient pas, je veux minimum 300 000. Okay. Tu vois, tu as le droit de leur demander. Et après, à toi d'être convaincante. Okay. Super. Merci pour les conseils. Merci. Alors, comment ça se passe depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Eh bien, nous, on avance bien. On a des très bonnes nouvelles en ce moment. Donc, on est dans le milieu médical avec beaucoup de contraintes réglementaires, cliniques. Ça fait déjà 4 ans. On a déjà levé pas mal de fonds et ça fait déjà 4 ans qu'on travaille sur ce Combien t'as levé, tu peux me rappeler? Dispositif. En tout, 2 millions, avec déjà 1 million en dilutif. D'accord. Et après, on a déjà été pas mal aidé par BPI et la région. Et il y a la banque aussi qui nous suit déjà. Donc, on a déjà un peu épuisé ces canaux-là. Et on le sait, pour pouvoir arriver à faire en sorte que notre produit soit commercialisé, il y a encore une étape clinique importante qui arrive. Et on est en capacité de la financer à moitié. Et du coup, nous, on arrivera à commercialisation en 2026. Et pour arriver jusqu'à la commercialisation, il me manque 1,5 million. La question, c'est, vu la conjoncture actuelle, et on est d'accord que les financements, c'est pas simple, je suis une medtech, je fais pas de chiffre d'affaires, je suis du hardware, et on l'a dit tout à l'heure, c'est pas ce qui plaît forcément aux investisseurs. Tu peux appeler la Maïf. Alors, non, c'est vrai que c'est difficile. Alors, toi, pour le coup, tu n'as pas le choix, parce qu'en fait, tu es quand même ce qu'on appelle une deep tech, hein, c'est en biotech, mais clairement, tu es dans un univers où tu es obligé de te financer pour réussir. Parce qu'il y a plein d'autres... Enfin, entreprendre, ce n'est pas que lever des fonds, donc il y a plein de sujets où tu peux t'autofinancer, etc. Par contre, dans ton cas, vu le coût et la complexité de passer les tests et d'être aux normes pour un dispositif médical, tu as besoin d'argent. Donc là, il te faut 1,5 million. C'est ça, exactement. Donc c'est 1,5 million en equity. Le besoin, c'est 1,5 million. Ok, donc ça pourrait être 750 plus 750. On pourrait tes fonds propres te permettraient de le faire. Oui. Bon après, voilà. Le plus dur, c'est de trouver de façon quelqu'un qui mettrait déjà un ticket. Donc j'imagine que tu as commencé ta levée de fonds. Alors, t'en es où? On parlait de démarrer. Il faut trouver le bon moment pour démarrer la levée. Et j'attendais d'avoir initié mon étude clinique pour dire ça y est, on a enclenché l'étude et c'est le moment d'y aller. Le risque, c'est qu'on est dans la recherche, c'est que ça prenne plus de temps que prévu et qu'on se retrouve sans cash. Oui, ça c'est un risque que tu vas être obligé de prendre. Et en fait, là, tu n'as pas le choix que d'avoir ta réponse positive, parce que si tu la foires, là, ça va être compliqué. Donc là, mais bon, tu maîtrises ton truc, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Il faut juste gérer ce délai, parce qu'effectivement, ça va être un élément déclencheur, c'est-à-dire que tu vas commencer les discussions avec les fonds. Donc là, c'est des fonds spécialisés. Vu ton univers, je pense que j'imagine que tu as une liste de fonds. Et tu vas le faire toute seule ou tu vas être accompagnée par une banque d'affaires? Ça c'est pareil, je suis preneuse de conseils sur ce sujet. Parce que j'imagine que tu as aussi beaucoup de travail.
tu as des Oui. choses à faire. Non, c'est sûr. Et vous n'êtes pas une équipe non plus énorme. On est 10 personnes actuellement. Ok. Ouais. Donc, l'avantage de passer par une banque d'affaires, donc une boutique, une petite ou un consultant ou quelqu'un qui va aider, ça va être de construire le deck, ça va être de vraiment présenter de la meilleure façon possible ton histoire, tes chiffres pour pouvoir amener une conviction chez un investisseur et surtout, ça va gérer quand même une grosse partie du travail parce que ça prend beaucoup de temps que de vouloir lever des fonds. Et clairement, quand on lève des fonds, on n'est pas à bosser, tu as encore plein de trucs à faire et c'est là où est ta vraie valeur ajoutée. Et donc, ça se regarde. Donc là, je ne sais pas si tu as essayé de chercher. En fait, il faut trouver des banques d'affaires spécialisées dans le medtech. Tu vois, donc ça, il y en a. Ce qui est important, c'est déjà savoir ce que tu veux chercher. Tu vois, d'avoir les bons mots-clés pour aller sur Google ou ailleurs, ou dans ton réseau, de demander si tu connais des gens qui ont des banques d'affaires. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas obligatoire. Là, ça dépend, je pense, des rencontres. Si tu vois une super banque d'affaires à qui tu vas bien t'entendre, ça va être très positif. Et encore une fois, il faut mettre seul comme à l'accompagner. Donc s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et après, ça va être la bataille pour réussir à obtenir la conviction d'un fonds d'investissement. Et là, même si l'économie, c'est compliqué, etc., en fait, ces entreprises, ces fonds d'investissement qui sont spécialisés dans la medtech, eux, ils sont moins enclins, ils vont moins changer leur thèse d'investissement parce que, de toute façon, la medtech, la biotech, c'est long. Et l'économie ne va pas changer au fait que tu vas réussir ou pas réussir. Tu vois, c'est soit tu réussis, et dans quel cas ça peut être extrêmement payant, soit ça foire, et auquel cas, mais il y a moins, je pense, il y a moins d'exposition à la difficulté économique de ce type de fonds que des fonds plus classiques qui vont aller dans divers sujets entrepreneuriaux. Donc je pense que tu es moins dans la difficulté. Par contre, il faut vraiment que tu arrives avec des éléments de preuve, d'où la nécessité d'avoir en mars, par exemple, en fait, la réponse qui dit oui et qui va permettre de cranter la conviction. Et donc là, en fait, tu es condamné à réussir, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que je vais pouvoir te dire qui va faciliter en fait le poids que tu as sur les épaules, parce que tu dois vraiment faire ce chemin de pitcher devant les fonds, de les convaincre, de réussir à obtenir en fait le papier, la thèse, le résultat qui va vraiment confirmer leur conviction, et ensuite de les faire écrire une lettre d'intention pour un montant minimum de 200, 300, 400, et puis après peut-être compléter avec d'autres de la région ou de personnes qui vont suivre. Mais ça, tu es obligé de passer par là. Tu vois, là, je ne pense pas que tu aies de plan B. C'était la question. S'il faut envisager un plan B, quel est le type de plan B envisageable? Moi, j'en vois pas. Et en fait, parfois... non, mais par jouer au loto, peut-être. Tu as acheté des bitcoins récemment, il y a quelques... non, en fait, et parfois, c'est bien de ne pas avoir de plan B. C'est-à-dire que quand tu es condamné à réussir, quand tu n'as pas le choix, tu vas réussir, parce que tu as mis toute ta vie dans la boîte. Tu vois. Ouais. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu vois. À un moment, si tu es condamné à cette réussite, tu vas tout faire pour emmener les convictions. Tu vois. Et quand on a en face de soi quelqu'un qui est vraiment déterminé, tu vois, et qui en plus est un professionnel, une professionnelle, tu vois, que tu maîtrises ton sujet, parce que c'est bien beau d'être déterminé, mais il faut aussi avoir construit quelque chose de bien, gérer, avoir réponse aux questions. Et ça, je suis sûr que là-dessus, on ne peut pas te prendre en défaut. Ouais, je suis à fond sur exactement. Et donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Tu vois, tu es condamné à réussir. Et le fait de brûler tous les ports d'attache, de brûler tout ce qui te permet de revenir là, vers la Terre, là, tu es en mer, il faut que tu traverses, tu vois, l'océan et que tu arrives de l'autre côté à bon port. Donc, tu es condamné à réussir. Et parfois, quand on est dans cette situation, c'est là où on arrive à déployer, en fait, une énergie insoupçonnée, de déployer, en fait, tout ce que tu as et que tu vas réussir. Tu vois. Et si tu échoues, c'est pas grave. Tu vois, on s'en fout. C'est-à-dire que, bien sûr, tu vas réussir, mais faut pas que, surtout, ce que je veux dire par là, tu dois surtout pas être paralysé par la peur de l'échec. Tu vois. C'est ça le pire qui puisse t'arriver. L'échec, honnêtement, on s'en fout, c'est transitoire. C'est comme le succès. Tu vois. Un jour, je suis là, peut-être que demain, je serai chez Intermarché en train de vendre des salades. On ne sait pas. Donc, le succès, comme l'échec, c'est transitoire. Donc, avoir la peur de l'échec, tu vois, c'est ça qui pourrait te paralyser. Et donc ça, tu dois le vaincre. Ok. Tu vois. Et donc, si tu brûles tout, tu n'as pas le choix, tu dois réussir, tu vas être déterminé, tu vas être une professionnelle, tu vas maîtriser tes sujets et tu vas tout défoncer. D'accord ? Ça marche, merci.
T'es prêt? Alors? Non, non, ça... On va échanger. Et bonjour. Alors comment ça se passe? Eh ben, ça va, La ça paillote. va. Ben, j'arrive, je pense avec l'accent, vous devez deviner d'où j'arrive. Hein. Ah, tu nous as ramené le soleil. Et là, le soleil, je l'avais mis dans la valise, mais il est resté à l'hôtel. Ok. Moi déjà, hein, je suis entrepreneur malgré moi parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire et c'est pas du tout mon planning. Et je me suis retrouvé malencontreusement à partir avec un 41-43 travailler. Donc je travaillais dans une boutique de vêtements et je me suis retrouvé pendant toute la journée un peu en galéré. Donc j'ai décidé que le soir j'allais customiser mes espadrilles pour retrouver mes paires plus facilement. Parce que chez moi, dans le sud, on met des espadrilles autant l'été que l'hiver. Là c'est le pastis. Ça. Ouais, c'est ça. C'est les apéros. Ouais. Et je me suis retrouvé que les clients me demandaient où j'avais acheté mes espadrilles. Et je leur ai dit, donnez-moi vos espadrilles, je vais vous les customiser. Et j'ai commencé à en faire 10, 30, 60. Et je me suis dit, attends, je vais quand même m'intéresser à la fabrication d'espadrilles. Donc je trouve une usine qui est basée à Moulins-en-Lichard dans le 64. Et bien sûr, je me suis dit, ça serait cool de les vendre sur Internet. Parce que en 2016, je me suis dit, ça serait bien de vendre toutes mes créations avec une vraie marque sur Internet. Donc je m'en vais voir les banques parce que du coup j'avais rien. J'arrive à la banque et la banquière me dit franchement l'espadrille ça existe déjà et ça marchera encore moins sur internet. Bon ok, alors du bureau jusqu'au parking, je me suis dit qu'est-ce que j'ai pour commencer à financer mon entreprise. Quand je suis arrivé, j'avais juste les clés de ma voiture, j'ai dit il y a ma voiture. Donc j'ai vendu ma voiture, 5 000 €, j'ai acheté mon premier stock et je suis parti comme ça. Donc ça a été assez compliqué les premiers temps parce que du coup moi je comprenais pas grand chose. Donc je savais juste acheter et revendre, mais je ne savais pas que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y avait autant de choses à payer hors juste la vente. Ah donc ouais. Ça a été un peu une surprise pour moi. Donc rapidement, j'ai vendu mon stock. Franchement, en même pas 15 jours, j'avais tout vendu. Mais je me suis retrouvé que c'était l'été. Et tu les as vendus où? Sur Internet? Non, sur les marchés? Pas encore. Parce que au départ, je devais faire un marché qui était dans une galerie marchande vers chez moi. Et en fait, j'ai Leclerc qui m'a contacté en me disant, tu sais quoi, j'adore ce que tu fais, j'adore ta communication, je te prends tout. Ah, ok. 10 jours après, il m'appelle et me dit, je t'ai mis en tête de gondole, j'ai tout vendu, est-ce que t'en as? Je dis, non, j'en ai plus parce que l'usine, le planning, il est fermé et j'en aurais que pour l'été prochain. Mais bon, 1 an à tenir, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est là où les ennuis sont vite arrivés. Donc je me suis retrouvé, interdit bancaire, plus de chéquier, plus de carte bleue, on m'a saisi mon appartement et du coup, je dormais dans mon bureau. Donc j'avais la bonne santé, donc jusqu'à là ça allait. C'était le primordial pour moi, mais j'avais plus rien et des factures, bien sûr. Ça j'avais des factures. Donc pendant 1 an et demi, ça a été assez compliqué. Donc je me suis dit vivement que l'été prochain arrive parce que sinon ça va être compliqué. J'ai acheté, je vendais, j'achetais, je vendais. Donc première année 12 000 €. Là maintenant ça fait 8 ans et là on a quasiment fait 3 millions cette année. Donc ça c'est chouette, ouais. Merci. Hein. Ouais. Merci. Et du coup, je me retrouve qu'avec une vraie problématique. Alors, une vraie, vous allez me dire, c'est pas une problématique, ou peut-être vous avez déjà la solution, parce que moi, sachant que j'ai pas le bac, j'ai pas fait d'études, j'ai rien du tout, sauf la passion. Et je suis déterminé, mais ça, je sais pas. Et je me retrouve que aujourd'hui, on fabrique entre 60 000 et 100 000 paires d'espadrilles, en fonction si on a de la main-d'œuvre. Par an, ouais, voilà. Okay. Sur les 2 usines? Avec les 2 usines. Donc on a un atelier partenaire avec qui je travaille depuis le début. Et en complément, j'ai monté mon petit atelier à Perpignan. Au départ, c'était pour les prototypages. Et à fur et à mesure, je me suis dit, il faudrait que j'embauche. Mais pour l'instant, je ne peux pas embaucher. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Donc je m'en suis servi de cet atelier pour faire des visites d'atelier. Donc en fait, j'ai des clients qui venaient, ils fabriquaient leurs propres paires de A à Z. Donc ça faisait un peu du tourisme industriel. Et je me suis aperçu que ça plaisait beaucoup. Donc ça, c'était une autre solution aussi que j'avais. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, quand je regarde mon carnet d'adresses, pas mon carnet d'adresses, de commandes, je me retrouve que depuis 3 ans, ça augmente. 1,5 million de commandes. Je suis passé à 2,5 millions et là, je suis quasiment à 3 millions de commandes cette année. D'euros? Non, de paires d'espadrilles. Quoi? À travers le monde. Attends. Ouais. Ça vaut combien une paire? Une paire d'espadrilles, nous ça va entre 29 et 59, voilà. Parce que au départ. Ah ouais. Et du coup, c'était une vraie problématique pour moi. Attends. Ouais. Là, tu as 100 plaques, 100 millions de commandes fermes? Pas 5 millions. Hein. D'euros.
Ah oui, si vous voulez. Non, oui. Mais sachant qu'après, moi, je les vends pas. Attends, vas-y, sachant que. Ouais. Attends. Sachant que je les vends pas au prix que je. Voilà. D'accord, mais tu les vends à la moitié, tu les vends à. Ah ben, en fait, oui, on les vend à la moitié. En fait, Ouais, ok, à peu mais près. bon, on fait- t'as 50 millions. Par exemple, c'est des partenariats que j'ai. Par exemple, la NBA, comme je vous expliquais hier, qui m'avait commandé pour toutes les franchises des États-Unis. J'en avais 250 000 au Japon. J'avais les Club Med, j'avais Air France, j'avais Emirates pour les premières France. Merci. Ok. Et du coup, le problème que j'ai Donc, aujourd'hui. ton c'est problème, que- oui, rappelle-moi ton problème. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est comment répondre à toute cette demande. Et je me suis posé la question aussi. Et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui, franchement, l'espadrille, moi, je me suis aperçu dans l'aventure que dans le monde entier, franchement, ça résonne avec le savoir-faire français. Comme le béret, la baguette, chaque fois on me dit, mais je leur dis, mais fabriquez-la en Chine, moi je peux pas. Ah non, non, non. Non, on veut celles qui sont fabriquées en France. Et du coup, j'ai dit, là, je peux pas, moi, je peux pas Ok, faire ça. là, tes usines, elles font déjà les 3-8 ? Non, elles font pas les 3-8. Donc l'atelier partenaire ne fait pas les 3-8 pourquoi déjà par rapport à la main d'œuvre. Donc c'est un atelier qui est partenaire qui est dans un village qui a 3000 habitants. Donc la main d'œuvre c'est assez compliqué à trouver. Et puis pour relancer la fabrication d'espadrilles, c'est pas non plus, je pense, l'éclate pour tout le monde. Et je me suis ouais. Mais, c'est un métier, enfin il n'y a pas de ah oui, sous-métier. oui, mais c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ça intéresse pas beaucoup de gens. En tout cas chez eux. Ok. Chez nous, quand on a commencé à lancer Bah, notre je connais atelier- un endroit où il y a pas mal de chômage, à Vierzon. Ah ben, à Perpignan aussi. Justement, à Perpignan aussi. Ouais. Et du coup, quand j'ai dit je vais lancer mon atelier, donc là on est en train de monter un atelier pour fabriquer déjà 1 million d'espadrilles. Donc en fait c'est un atelier qu'on va monter, on sera à peu près 200 à peu près, mais ça va être un atelier qui vont être sur 3 axes. En premier ça va être répondre à la demande, donc jusqu'à 1 million, donc il faut que j'aille étape par étape, parce que vous savez d'où j'arrive. Non plus, j'ai pas fait énormément d'études, j'ai juste la passion, mais à un moment j'ai mes limites déjà sur l'expérience. Arrête de dire ça, ça fait déjà plusieurs fois que tu dis non mais moi j'ai pas fait d'études, je sais pas, je comprends rien. Pourquoi C'est pas que je comprends, mais Arrête. c'est vrai que j'essaie de m'entourer de bonnes Attends mais personnes. d'accord, mais là qui fait 3 millions comme ça? Qui a 50 millions d'euros de commandes dans la Je salle sais là? pas. Hein Je sais. Donc non, ouais, arrête ouais. de dire ça, franchement, t'as réussi un truc incroyable. Et après, je me suis aperçu que le tourisme industriel plaisait beaucoup en tout cas, et Ouais. c'est pour ça que. Donc, là tu dois finalement ouvrir une nouvelle usine. Ouais, c'est ça exactement. D'accord. Et donc tu veux la faire à Perpignan? Ouais, Parce c'est que ça, à près de chez Perpignan. toi. Ouais. Et donc tu as besoin de quoi Et aussi pour la main d'œuvre, parce que j'ai Aussi vu pour que la main-d'œuvre. Ouais, ça souci. Ok, et ça coûte combien une usine? Une usine, là nous on a été c'est entre 2 millions et 2 millions 5. Bon, quand j'ai monté le projet, c'était il y a 3 ans. Je sais pas pourquoi, mais les prix varient. je sais pas pourquoi, mais c'est juste une intuition. J'ai l'impression que. Des fois c'est des mails Bon. qu'on reçoit pas. mais- D'accord, allez, on va dire 3 millions. Ouais, c'est 3 millions. Avec l'inflation. Donc en gros, tu as besoin de 3 millions. Bon, tu as des commandes fermes. Ouais. En fait, c'est Mais- pas l'argent qui comptait, ce que je vous disais hier. Ouais, Aujourd'hui, c'était plutôt comment j'arrive à me structurer, à m'accompagner et être bien entouré par rapport à ce projet-là, quoi. Ok. Alors, aujourd'hui, ton entreprise, elle fonctionne, elle est rentable. Ouais. Ce que je veux dire, donc tu as de l'argent, Ouais. tu as une voiture. Oui, Aujourd'hui, j'ai une c'est voiture. bon, voilà. Ouais. Ça y est. Bon. Ok, super. Non, Et des espadrilles jusqu'à la fin de ma vie. si Ok, ça marche très bien. Ouais. parce qu'en fait, pour t'entourer, et tu as raison, savoir diriger, c'est savoir s'entourer, c'est vraiment la base. Tu as peut-être effectivement besoin d'avoir quelqu'un qui va t'aider peut-être à structurer, qui va gérer en fait peut-être la construction de l'usine, de recruter, de trouver les personnes. C'est peut-être toi, tu dis j'ai trop envie de faire ça, ou tu dis j'aimerais trouver quelqu'un qui va faire ça. Non, j'aimerais plutôt trouver des personnes, parce Ok. que moi, aujourd'hui, je sais ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. Ouais, ok. Donc là, en fait, tu as besoin de trouver quelque part une sorte de super directeur général, tu vois, d'exploitation, qui va gérer tout ce point-là. Là, en fait, tu as 3 solutions. D'accord. La première, c'est de trouver un associé. Bon, c'est pas forcément facile et voilà. Donc je veux dire, si tu l'avais trouvé, tu le saurais déjà, Ouais. parce qu'en fait, ça se cherche pas, ça se trouve. Soit tu recrutes quelqu'un. Okay, ça prend 6 mois, c'est compliqué, tu vois. Soit, et nous, en fait, c'est ce qu'on a fait quand Ledger est passé de 200 000 euros de chiffre d'affaires à 40 millions. Je peux te dire que là, le pantalon, il a craqué de partout. Si j'avais eu des espadrilles, elles étaient éclatées au sol. Donc, il a fallu qu'on s'entoure très rapidement, trouver des personnes qui peuvent venir dans l'urgence. Et là, en fait, il existe quelque chose qui s'appelle le management de transition. Tu vois, on n'a pas toujours tendance à y penser. Par contre, ça coûte un peu d'argent, tu vois. Et donc là, c'est un peu un compromis entre la capacité que tu peux avoir d'investissement, de dire, OK, je vais payer quelqu'un qui va forcément être un super ninja,
Parce qu'il va arriver, s'il n'est pas bon, on te le remplace. Tu vois, c'est quelqu'un qui aura de l'expertise, c'est quelqu'un qui sera légitime et qui va pouvoir être opérationnel tout de suite, tu vois, à partir du moment où tu as une mission qui est claire. Tu vois. Et donc, ça peut être une vraie solution, tu vois, pour t'entourer rapidement, parce que j'imagine que ça fait déjà 1 an, 2 ans que tu attends, enfin, il y a un moment, là, il faut y aller. Et peut-être que recruter, tu sais pas, enfin, je sais pas si tu as déjà essayé, tu vois, mais... Non, en fait, déjà, c'est la question, la deuxième question, c'est où? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'à Perpignan, on est un peu isolé, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que je côtoie pas vraiment de monde qui pourrait. Je sais pas comment faire en fait. Voilà, ok, tu vas chercher en fait. Il faut que tu trouves des personnes en fait qui font du management de transition. Donc peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont des agences, qui ont des boîtes, qui font du management de transition. Donc si c'est le cas, voilà, il y en a qui lèvent la main. Venez, ils vont venir te voir. Pour te faire des propositions, il faut déterminer quel est le bon profil. Tu vois, directeur d'exploitation qui a déjà en fait participé au déploiement d'usines, ça existe, il y en a plein. Et il va arriver, il arrive 24 heures chrono, il est chez toi. D'accord. Tu vois, et donc il va commencer ensuite à avancer sur tes sujets. Ce qui est important encore une fois, c'est de bien définir ta mission. Ouais. Tu vois, voilà ce que je veux. Et ça, normalement, tu le sais, tu dois l'exprimer. Et donc la personne qui a en fait le pool de managers de transition qui aide à ce niveau-là peut t'aider à raffiner en fait la mission pour trouver le bon profil. Et après, voilà, c'est juste un budget, tu vois. Mais encore une fois, il y a des fois des mauvaises économies. C'est-à-dire que il faut être prêt à investir. Si vraiment toi, tu as quand même, tu vois, les moyens de le faire, parce qu'il ne s'agit pas de revendre la bagnole, mais c'est une boîte qui tourne et tout, tu peux investir là-dedans. Et au moins, tu es dans l'action, tu fais quelque chose. Et franchement, moi, c'est ce que je te conseille. C'est ce que j'ai fait pour Ledger. On avait besoin de directeur financier, on avait besoin de directeur juridique. Et donc, hop, on a fait venir des gens en consultant. Tu vois, des fois, pas simplement qu'on connaissait les consultants, des fois en management de transition, encore une fois, ça c'est très puissant. Et ça peut vraiment résoudre ton problème. Et si la personne, elle est super et que tu t'entends bien, tu peux l'embaucher. Ouais. Tu vois, tu payes une prime en fait à celui qui te l'a amené. C'est comme un recrutement avec une agence de recrutement. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment puissant. Okay. Tu vois, et ça peut t'aider de manière vraiment pragmatique. Parce que là, il faut que tu passes à l'action. Tu ne peux pas laisser les 50 millions comme ça dormir. Ah ouais, non, mais... je me demande... oui, après, c'est comme ça. Après, oui, c'est petit étape par étape. Mais qu'est-ce que je fasse? Je ne pouvais pas, pour l'instant... Bah si, tu peux. Ah oui, non, mais là, je fais. Ah non, mais je suis à fond. Là, t'es à fond. Mais c'est vrai que, voilà, écoute, là, je ne pouvais pas faire autre chose qu'attendre que je mette en place un atelier pour commencer à grossir. Ouais. Et donc, tu as besoin de quelqu'un qui le fasse, tu vois, qui va arriver, qui va prendre les choses en main. Tu vois, le faire venir à Perpignan, c'est pas compliqué. Nous, on a fait venir des gens à Vierson. Ah, mais nous, on a le soleil, la mer, la montagne. Bah voilà, non, mais exactement. On a l'Espagne. Bon, donc, après... tu vois, déjà, ça, c'est une première chose. Tu vois, le management de transition, je pense que c'est une solution. En tout cas, tu dois absolument regarder parce que ça va peut-être te permettre de changer les choses. Et après, c'est une manière aussi de tester avant, tu vois, de recruter. Parce que recruter, c'est difficile. T'as du mal à déléguer ou pas? Non. Non, ça va. Non. Non. Franchement, non, pas du tout. Non, ouais. Non. Au début, sur mes trop... j'étais tout seul. Alors après, sur ma... Donc, j'avais pas trop de mal, ça va. Mais là, tu as des chefs d'équipe qui travaillent dans les... Oui, voilà. Après, j'ai des responsables d'atelier, de production. J'ai un responsable de tout ce qui est communication. Donc, non, franchement, j'ai pas besoin de trop de... ça me dérange pas. Et puis, j'aime pas trop faire ce que j'aime pas faire. Ok, non, parce que... Non, mais c'est bien. C'est bien de savoir ce qu'on fait, ce qu'on aime, et savoir aussi ce qu'on n'aime pas. Parce que ça, déléguer, et là je pense que c'est un sujet pour beaucoup de monde, et on peut un peu terminer là-dessus, tu vois, pour vous reposer un peu la question à tous, c'est voilà, est-ce que, par exemple, est-ce que toi tu es dans la perfection? Est-ce que tout doit être parfait? Non, sinon je pense que j'avancerai pas. Très bien, bonne réponse. Et du coup, j'apprends à lâcher prise quand il y a quelque chose qui n'est pas fait comme ça. Je me dis, c'est pas grave, mais au moins je l'ai pas fait. Et on a été plus loin que si j'avais pris le temps et je n'avais pas eu le temps. C'est le résultat qui compte. Et effectivement, il faut renoncer à la perfection. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien pour un entrepreneur. Et c'est ça qui peut souvent bloquer à la délégation parce que on cherche la perfection. Donc non, voilà, ça c'est bien, c'est une bonne réponse, bon positionnement. Merci. Toi, Lucille? Alors, nous, dans le médical, il faut quand même qu'on fasse attention à avoir quelque chose qui réponde quand même à certaines normes. On peut pas... Non, mais je parlais de déléguer... déléguer, oui, c'est possible. Non, mais dans l'exécution des tâches, je ne dis pas dans le produit. C'est vrai qu'on ne va pas accepter la médiocrité pour un produit médical, je l'entends. Mais voilà, donc c'était un peu plus général. Non, oui, et on le sait très bien. De toute façon, la version sur laquelle on va être en capacité de mettre sur le marché et sur laquelle on travaille déjà depuis 4 ans, elle est optimisable déjà dès maintenant, mais on ne va pas refaire 4 ans en arrière.
on va accepter d'avoir une V1 qui soit pas au top de ce qu'on voudrait et qui sera déjà, qui répond déjà aux normes médicales, mais qui sera déjà bonne. Et pour déléguer, je pense qu'il y a aussi un enjeu de confiance. Et ça, c'est pas toujours évident quand c'est notre bébé depuis le départ et de lâcher prise. Mais comme tu le dis, Ophélie, c'est des choses qu'on apprend et au fur et à mesure, on comprend que en donnant notre confiance à d'autres, de toute façon, ils peuvent aussi très bien le faire. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as confiance en toi? Oui. Ouais. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est bien parce qu'on ne peut pas avoir confiance aux autres si on n'a pas confiance en soi. Tu vois, c'est un peu le début, quoi. C'est la base. Toi, Olivier, tu as confiance en toi? Ouais. Moi, je suis déter. Hein. Super. T'es déter, Ah ouais. Non, mais très bien. Ouais. Ah oui, oui. Moi, je suis prêt. Et toi, Ophélie, tu... Ouais, c'est vrai qu'il y a... Bah oui, parce que je me dis que si j'ai pas confiance en moi, qui d'autre le fera pour moi? Ouais. Donc du coup, Ok. je me dis que je me fais confiance et quand on montre qu'on a confiance en soi, je pense que les autres aussi, ça les aide à se dire bah moi aussi je peux y aller et pour les équipes c'est important. Ok. Et donc, juste pour terminer, est-ce que quelqu'un, en quelques mots, a peut-être des conseils à donner aux autres? Parce que, en fait, l'intelligence collective, souvent, c'est qu'on peut réagir et on peut aussi... Oui, si après, quelqu'un a un truc à dire... hier, c'est vrai que hier, par rapport, c'est vrai que c'était beaucoup sur de les levées de fonds. Moi, j'étais pas trop dans ce cas-là, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de levée de fonds. Mais j'ai fait, par exemple, souvent avec en obligation. Ça permettait, ce que je vous expliquais hier, de faire, au lieu de faire un crédit à la banque, je le faisais en fait quand je montais une boutique ou quand je voulais mettre un peu d'argent dans l'atelier. C'est de l'emprunt, en fait. Comment? C'est de l'emprunt. Au lieu de le faire à une banque, je le faisais à des particuliers qui avaient un taux d'intérêt qui était plus élevé, mais ça me permettait de créer... comment? La mafia? La mafia? Ouais. Ah non. Non? Tu sais, t'empruntes à des gens comme ça. Ah, la Maïf. Je savais pas trop, voilà. J'avais pas compris au départ. Non, et ça me permettait... Ok, donc l'emprunt, c'est quelque chose là que tu... En obligation. Ouais. Et Est-ce que tu t'es mis en caution personnelle? Non. Non, parce que c'était des potes, ouais. Oui, non, après... Les gens, enfin... Non, c'était 600 personnes qui avaient participé. Ah oui, d'accord. Ok, Ouais. c'est du crowdfunding, en fait. C'est du crowdfunding, mais en obligation. En obligation. Et du coup, le taux d'intérêt était un peu plus élevé, mais ça me permettait d'avoir des ambassadeurs. Ils parlaient en Quel taux du projet. C'était quoi le taux? Il était à 8. 8 bon, Ouais. C'est quand même mieux que 14. Hein. Non, mais c'était, Ok. c'est vrai que j'aurais pu aller à la banque, mais la banquière, elle aurait parlé juste à son mari de mon projet et c'est tout. Ouais, tout à fait. Alors que là, Bon. là Ok, j'avais- bah merci. Eh oui. Merci Olivier. Et donc, Ophélie, est-ce qu'il y a un petit conseil rapidement, quelque chose que tu voudrais dire? Bah, pour avoir rencontré hier Olivier, je pense que c'est de s'ouvrir à plus de personnes parce que je sais que tu communiques beaucoup sur Instagram ou autre, mais je ne pense pas que ce soit des professionnels qualifiés pour t'aider à développer ton projet. Je pense que c'est que des clients. Peut-être que les clients peuvent devenir professionnels qualifiés, mais je pense que peut-être s'ouvrir et pas hésiter à taper aux portes comme tu l'as fait là. Oui. Et justement te dire ah bah oui, bah, je peux y aller, et des réseaux sociaux comme LinkedIn ou juste des rencontres là, bah, aller aux opportunités, mais des vraies personnes et pousser les choses. Ok, merci Lucie. Conseil pour... Pour juste compléter sur le sujet, pareil, Olivier, c'est de se dire, si tu es prêt, parce qu'en fait, il y a penser, être prêt à faire rentrer quelqu'un sur un projet tel quel et le déléguer, et mettre en place le fait et d'être réellement prêt à lui laisser la place. Pour le coup, je l'ai vécu il y a 2 ans, en faisant rentrer quelqu'un qui m'a aidé à restructurer la société, à vraiment mettre énormément de process en place. Et à permettre que ce fouillis, enfin pas ce fouillis, mais cet état dans lequel tu peux être où tu te dis ça me dépasse un peu et je sais pas comment organiser, et quant à la personne, donne-lui toutes les possibilités de vraiment prendre en main ce changement. Ne la bride pas, tout Voilà. à fait. Bravo. Bah, du coup, j'attends Eric alors. Bah, merci. En tout cas, merci beaucoup. Et bravo, franchement, merci à vous 4. Vive les espadrilles. C'était juste incroyable. Merci. Je vous libère, Eric, vous allez rester avec moi parce que vous avez une petite interview, je crois. Oui, on va l'annoncer tout de suite. Juste, je vous invite à la pause à retrouver Eric et ses comparses à nouveau à l'espace rencontre et dédicace. Dans le village du Forum, vous continuez évidemment à explorer nos 4 espaces business. Je me dépêche parce qu'on est pris par le temps. Vous êtes en direct dans 45 secondes, Eric. On vous propose également de retrouver les lauréates normandes de 101 femmes entrepreneurs dans l'espace création. Elles vous feront part de leur parcours et en quoi ce concours fut une opportunité. 16h15, rendez-vous pétante ici. Madame la Première ministre Elisabeth Borne sera présente, interviewée par Audrey Régnier. Je vous demande désormais soit de partir dans le plus grand silence, mais si vous voulez être à 15h15 en direct sur BFM avec Éric Larchevêque, et si vous voulez hurler Vive Femme et Challenge en direct sur BFM, vous pouvez rester. Sinon, barrez-vous maintenant et dites rien. Merci.